Ma sœur m'a jeté du vin au visage et m'a poussé dehors pendant que maman et papa regardaient froidement. Une semaine plus tard, un paquet est arrivé. Maman a laissé 45 appels, suppliants. J'ai répondu, sortez maintenant. Votre propre sœur vous a-t-elle déjà jeté un verre de vin au visage, poussé physiquement hors de la porte d'entrée et crié, sors de ma maison. Alors que la maison vous appartient en fait légalement? Ma sœur m'a jeté du vin au visage et m'a poussé dehors pendant que maman et papa regardaient froidement. Une semaine plus tard, un paquet est arrivé. Maman a laissé 45 appels en suppliant. J'ai répondu, sortez maintenant. Je suis Valérie. J'ai 32 ans et je travaille comme ingénieur logiciel senior dans une entreprise technologique de taille moyenne à Seattle. Pour quiconque regarde de l'extérieur, ma vie semble probablement calme, stable et parfaitement ordinaire. Mais derrière les portes closes de ma famille, j'ai passé toute mon existence à jouer un rôle pour lequel je n'ai jamais auditionné. Le bouc émissaire, la fille invisible, celle qui est censée ravaler sa fierté, revoir ses attentes à la baisse et applaudir en silence pendant que le reste de la famille vénérait ma sœur aînée, Cassandra, sur un autel. Cassandra a 35 ans. Si vous cherchiez la définition d'une enfant en or qui a atteint son apogée au lycée mais qui exige toujours un traitement royal, vous trouveriez une photo d'elle. Durant toute ma vie, le soleil était censé se lever et se coucher sur chaque caprice passager de Cassandra. C'est un vendredi soir glacial que tout a finalement volé en éclats. J'étais dans la cuisine de la maison que j'avais héritée de mes grands-parents, Winston et Béatrice. Cette maison était mon sanctuaire. C'était une confortable maison de style craftsman à 2 étages, un peu démodée, avec des parquets qui craquaient, un grand jardin à l'arrière et la faible odeur persistante du savon à la lavande de ma grand-mère. Quand ils sont décédés il y a 3 ans, ils m'ont laissé la propriété entière. C'était le seul endroit au monde où je me sentais vraiment en sécurité, où je me sentais vu et apprécié pour qui j'étais vraiment. Ce soir-là, je m'infligeais la torture émotionnelle d'organiser un dîner de famille. J'avais passé 4 heures dans la cuisine à superposer soigneusement des pâtes, une riche sauce à la viande et de la ricotta fraîche, en suivant méticuleusement la célèbre recette de lasagne de grand-mère Béatrice. La forte odeur d'ail, de tomates rôties et de fromage fondant remplissait l'air chaud de la maison. J'essayais. J'essayais vraiment, sincèrement, de réparer les fils effilochés de notre dynamique familiale. J'ai mis la table avec les belles assiettes, allumé quelques bougies pour rendre l'atmosphère accueillante et j'ai attendu. Ils sont arrivés avec 45 minutes de retard, ce qui était habituel pour eux. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement, et le vent froid de Seattle s'est engouffré dans mon couloir chaleureux, amenant ma famille avec lui. Cassandra est entrée la première, ses talons claquant agressivement contre le bois. Elle ne s'est pas excusée pour le retard. Au lieu de cela, ses yeux perçants ont immédiatement commencé à balayer mon modeste salon avec un rictus familier et condescendant, comme si ma maison était un motel bon marché qu'elle était forcée de supporter. Ma mère, Brenda, la suivait de près. Elle m'a tendu un dessert bon marché acheté en magasin, emballé dans du plastique, en marmonnant une excuse vague et peu convaincante à propos du trafic sur l'autoroute. Mon père, Richard, m'a à peine adressé un signe de tête. Il a juste poussé un lourd soupir, et passé devant moi et a demandé où je gardais la bière. J'ai forcé un sourire crispé et poli sur mon visage. J'ai pris leur manteau, les ai accrochés dans le placard et me suis silencieusement rappelé de respirer. Je me suis dit que ce n'était qu'un dîner. Juste quelques heures à jouer l'autre poli. J'avais survécu à 32 ans de leur comportement passif-agressif, je pouvais survivre à un repas de plus. Mais alors que nous nous asseyions tous à table et que je commençais à servir les lasagnes, la tension lourde et suffocante dans la pièce m'a dit que ce soir n'allait pas être un dîner de famille ordinaire. L'air semblait épais, chargé d'un agenda non dit dont j'étais sur le point de devenir la victime. Le cliquetis des couverts contre la porcelaine fut le seul son pendant les 10 premières minutes. J'ai essayé d'entamer une conversation légère et facile. J'ai interrogé mes parents sur leurs voisins, le temps, n'importe quoi de neutre, mais Brenda a rapidement détourné la conversation des banalités. Elle n'aimait jamais quand les projecteurs n'étaient pas braqués exactement là où elle le voulait. J'ai fait l'erreur de mentionner mon travail. J'étais en fait fier de moi. Je leur ai dit que je venais de proposer une nouvelle application de budgétisation financière à mon entreprise et que mes patrons avaient adoré le code que j'avais écrit. J'ai expliqué qu'elle pourrait entrer en développement le trimestre prochain, ce qui signifierait une énorme promotion pour moi. Pendant une brève et naïve seconde, j'ai pensé qu'il dirait peut-être « Bon travail, Valérie ». Au lieu de cela,
Brenda a pris une gorgée d'eau, a agité la main en l'air avec dédain comme pour chasser une mouche, et a dit « Eh bien, c'est bien, Valérie. Vraiment. Mais parlons de quelque chose d'excitant. Parlons de la nouvelle entreprise de Cassandra. » Je me suis mordu l'intérieur de la joue si fort que j'ai senti un léger goût métallique de sang. J'aurais dû m'y attendre. Cassandra dirigeait actuellement sa 3e start-up, une application de fitness et de style de vie qui échouait lamentablement. Elle n'avait aucune expérience en codage et aucun diplôme en commerce, mais elle croyait fermement être une visionnaire. Elle s'est lancée dans un long monologue dramatique sur le fait que les investisseurs en capital risque de la ville ne comprenaient tout simplement pas son génie. Elle s'est plainte de son manque de financement, de sa terrible malchance et du prix exorbitant de son loyer. Les investisseurs sont tout simplement aveugles, a geint Cassandra en rejetant théâtralement ses cheveux par-dessus son épaule. Ils ne voient pas la situation dans son ensemble. Je suis stressé au-delà de toute mesure, et honnêtement, travailler depuis mon minuscule appartement étouffe complètement mon processus créatif. J'ai besoin d'un vrai siège social. J'ai besoin d'espace. Richard a hoché la tête avec sympathie, coupant un morceau de ses lasagnes. Tu trouveras les bons investisseurs, ma chérie. Tu as juste besoin d'un meilleur environnement pour te concentrer. Un véritable espace de bureau. L'ambiance à table a changé violemment. Brenda a posé sa fourchette, a croisé les mains et a regardé ma salle à manger. Ses yeux se sont portés sur les hauts plafonds, les larges fenêtres, puis se sont finalement posés sur moi. Son ton était bien trop désinvolte quand elle a parlé. Tu sais, Valérie, cette maison est vraiment beaucoup trop grande pour une seule personne. As-tu même déjà mis à jour le câblage de la cuisine? Cassandra disait justement l'autre jour qu'une maison comme celle-ci serait absolument parfaite pour sa start-up. Elle a besoin des pièces supplémentaires pour son équipement et un bureau à domicile. Vous vous moquez de moi? Valérie a littéralement passé 4 heures à cuisiner les lasagnes de sa grand-mère pour eux, et il la remercie en lui demandant nonchalamment de déménager de sa propre maison héritée pour que la sœur au chômage puisse avoir un bureau gratuit. Leur sentiment que tout leur est dû est vraiment nauséabond. Quelle serait votre réaction si vos parents exigeaient que vous donniez votre maison à votre frère ou sœur? Parce que j'aurais repris les lasagnes sur le champ. Je me suis figé. Le morceau de pain à l'ail que je tenais s'est arrêté à mi-chemin de ma bouche. Un œuf froid s'est formé au creux de mon estomac. Il ne faisait pas simplement la conversation. C'était une embuscade coordonnée. C'est ma maison, ai-je dit, en gardant ma voix aussi égale et calme que possible. Grand-mère et grand-père me l'ont laissé. Cassandra s'est penchée en avant sur la table, ses yeux se rétrécissant en un regard acéré et vicieux. Oh, allez, Valérie. Tu n'as pas besoin de tout cet espace juste pour taper sur un ordinateur dans le noir. J'essaie de bâtir un empire, moi. Je repars de zéro après que mes derniers investisseurs m'ont laissé tomber. La maison serait bien mieux utilisée avec moi. Tu pourrais facilement déménager dans un appartement plus petit en ville. Ma poitrine s'est serrée, mon cœur commençant à marteler contre mes côtes. Grand-mère Béatrice et grand-père Winston m'ont laissé l'acte de propriété à moi. Cassandra, pas à toi. Ce n'est pas à discuter. Richard s'est raclé la gorge bruyamment. Un son d'avertissement. Attends un peu, Valérie. C'est une maison de famille. Tu dois penser à partager. Tu t'en sors bien avec ton petit boulot de codage. Cassandra est dans une situation très difficile en ce moment. La famille est de la famille. La famille est de la famille. J'ai répliqué, ma voix tremblant légèrement malgré tous mes efforts pour contrôler ma colère montante. J'ai travaillé et payé pour chaque chose que j'ai jamais possédée. Pendant ce temps, vous deux avez donné à Cassandra tout ce qu'elle exigeait sur un plateau d'argent toute sa vie. Je ne renoncerai pas à ma maison. Le visage de Cassandra s'est assombri, se tordant en un masque de pure rage et de sentiment que tout lui était dû. Ne te la joue pas si supérieure juste parce que tu es assise dans un cubicule à écrire du code pour des applications dont personne ne se soucie. Tu es si incroyablement égoïste, Valérie. Tu as toujours été une petite morveuse jalouse et égoïste. L'insulte m'a piqué au vif, mais j'ai refusé de rompre le contact visuel. J'ai posé fermement mes mains sur la table. Au moins, je ne m'attends pas à des aides gratuites à 35 ans pour couvrir mes échecs. La salle à manger est devenue complètement silencieuse. Pendant quelques secondes angoissantes, le seul son était le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir. Puis Cassandra a brusquement repoussé sa chaise.
Le pied en bois a raclé durement contre le parquet, un grincement fort et violent qui m'a fait sursauter. Elle s'est levée, la poitrine haletante, les mains serrées en poing. Elle s'est approchée de moi. Avant même que mon cerveau ne puisse traiter ce qui se passait, elle s'est penchée, a saisi son verre de vin rouge à moitié plein et a projeté le contenu directement sur mon visage. Le liquide froid m'a frappé comme une gifle. Il a éclaboussé violemment contre mes yeux, mon nez a instantanément imbibé le col de ma blouse crème pâle. J'ai haleté, aveuglé une seconde, mes mains se levant pour essuyer l'alcool brûlant de mes yeux. Mais Cassandra n'avait pas fini. Pendant que j'étais désorienté, elle m'a saisi le haut du bras avec une force brutale. Ses ongles se sont enfoncés brusquement dans ma peau à travers ma manche mouillée. Elle m'a arraché de la table avec une force physique terrifiante, me poussant violemment vers le couloir d'entrée. « Sors !» a-t-elle crié, sa voix résonnant sur les murs de ma propre maison. « Sors de ma maison !» C'est l'audace pure de ces mots, ma maison, qui m'a encore plus stupéfaite que l'agression physique. J'ai reculé en trébuchant, mes chaussettes glissant sur le parquet lisse. Je ne pouvais pas retrouver mon équilibre. Elle m'a poussé de nouveau, juste devant la porte d'entrée ouverte. J'ai trébuché sur le seuil en bois surélevé et suis tombé lourdement sur le porche en béton à l'extérieur. Ma peau m'a raclé violemment contre le pavement rugueux, déchirant la peau. L'air froid de la nuit a frappé mes vêtements trempés, envoyant un violent frisson le long de ma colonne vertébrale. Je suis resté assise là, sur le sol dur, goûtant le mélange amer de vin rouge et le goût métallique du sang de l'endroit où je m'étais mordu la lèvre. Mes mains me piquaient. Mes vêtements étaient ruinés. Mais le pire n'était pas la douleur. Le pire, c'est quand j'ai lentement levé la tête et regardé à l'intérieur de la maison. Ma mère, Brenda, et mon père, Richard, étaient toujours assis à la table à manger. Ils n'avaient pas bougé d'un pouce. Ils n'avaient pas haleté. Ils n'avaient pas crié à Cassandra d'arrêter. Ils restaient juste là, leur visage complètement vide, leurs yeux froids et immobiles, me regardant assise dans la saleté comme si j'étais un chien errant qui venait d'être mis à la porte. Pas un seul mot de protestation n'a quitté leurs lèvres. Ils étaient entièrement complices de mon humiliation. Bon sang. Elle l'agresse physiquement, la jette sur le porche en béton de sa propre maison, et les parents restent assis là à manger leur dîner. Ils n'ont même pas sourcillé. Je tremble de colère en ce moment. Le fait que les parents aient été complètement complices de cette violence est terrifiant. Comment pensez-vous que vous réagiriez en voyant vos parents vous regarder vous faire agresser sans rien faire? Cassandra se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant de haut comme une reine regardant un paysan. Elle a claqué la lourde porte en bois juste devant mon nez. Le clic bruyant du pêne dormant se verrouillant a résonné dans le quartier calme. Je suis resté à genoux là, sous la faible lueur jaune du lampadaire, fixant la porte verrouillée de la maison que je possédais légalement. L'air glacial de Seattle transformait mon souffle en petits nuages de vapeur blanche. Je me suis lentement relevé du pavement. J'ai brossé la saleté et les petits cailloux de mes paumes éraflées. J'ai regardé ma chemise ruinée, tachée de vin. Un calme étrange et sinistre m'a envahi. La tristesse, le besoin désespéré de leur approbation, l'espoir persistant qu'un jour peut-être ils m'aimeraient de la même manière. Tout s'est évaporé dans l'air froid de la nuit, ne laissant derrière lui qu'une clarté aiguë et calculatrice. Partie terminée, ai-je murmuré au jardin vide. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié pour qu'on me laisse rentrer. J'ai simplement fait demi-tour, marché jusqu'à ma voiture garée dans l'allée, suis monté et démarré le moteur. En m'éloignant de la maison, mes mains agrippant le volant, je savais que la version pathétique et désireuse de plaire de Valérie venait de mourir sur ce porche en béton, et que la femme qui s'éloignait allait réduire leur monde de privilégiés en cendres. J'ai conduit sans but pendant 20 minutes jusqu'à ce que je trouve un restaurant ouvert 24 heures sur 24, brillant de néon en périphérie de la ville. J'ai garé ma voiture, pris une profonde inspiration et suis entré. La cloche au-dessus de la porte a tinté joyeusement, en contradiction totale avec la sombre tempête qui faisait rage dans ma tête. La serveuse derrière le comptoir a jeté un coup d'œil à mes vêtements tachés, mes mains éraflées et mes yeux rouges, et m'a simplement indiqué une banquette tranquille dans le coin le plus reculé. Elle m'a apporté une énorme tasse de café noir et une poignée de serviettes en papier sans poser de questions. Je suis resté assise là, tremblante dans mes vêtements humides et imbibés de vin, l'odeur de graisse bon marché et de vieux marques de café m'entourant. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes mains tremblaient encore légèrement à cause de la chute d'adrénaline.
J'ai parcouru mes contacts et composé le numéro de la seule personne en qui j'avais entièrement confiance. Naomi. Naomi était ma collègue, ma meilleure amie et la chose la plus proche que j'avais d'une vraie famille. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Valérie, il est 22 heures. Tout va bien? Sa voix était endormie mais instantanément alerte. J'ai pris une inspiration tremblante, le barrage finissant par céder. J'ai gardé la voix basse, agrippant la tasse de café en céramique chaude tout en racontant le cauchemar en entier. Je lui ai parlé du dîner, des exigences, du vin éclaboussé dans mes yeux, de la bousculade violente, de l'égratignure sur le trottoir et de l'horrible complicité silencieuse de mes parents. Ils veulent la maison, Naomi, ai-je murmuré, fixant aveuglément les sachets de sucre sur la table. Ils croient vraiment qu'elle est à eux. Cassandra m'a littéralement enfermé à l'extérieur de ma propre propriété. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Quand Naomi a finalement parlé, sa voix n'était pas sympathique. Elle était tranchante, froide et férocement protectrice. Valérie, écoute-moi très attentivement. Tu as fini d'être leur souffre-douleur. Tu m'entends? C'est fini. Tu dois protéger ce qui est légalement à toi. Ne verse plus une seule larme pour des gens qui te vendraient pour des pièces de rechange. Rentre chez toi, enferme-toi dans ta chambre et commence à fouiller dans tes dossiers. C'est toi qui as le pouvoir ici, pas eux. Ces paroles fermes étaient exactement l'encre dont j'avais besoin. J'ai fini mon café, laissé un généreux pourboire sur la table et suis retourné à ma maison. Les lumières du salon étaient éteintes. La voiture de Cassandra était toujours garée dans l'allée. J'ai silencieusement déverrouillé la porte d'entrée avec ma clé de secours, me suis glissé à l'intérieur comme un fantôme dans ma propre maison et ai complètement évité la cuisine. Je suis monté directement à l'étage dans ma chambre et j'ai verrouillé ma porte. Je me suis déshabillé des vêtements ruinés, j'ai enfilé un pull chaud et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai consulté mes archives numériques et le lourd coffre-fort ignifuge caché dans mon placard. J'ai soigneusement sorti l'épais dossier beige contenant l'acte de propriété de la maison et le testament final de grand-mère Béatrice et grand-père Winston. J'ai étalé les documents juridiques impeccables sur mon lit. Je n'allais pas abandonner mon sanctuaire sans me battre. J'ai tracé du doigt les sceaux officiels et les signatures tremblantes familières de mes grands-parents. Assise là, dans le silence de la nuit, en regardant leurs signatures, mon esprit a inévitablement dérivé vers le passé. Les événements de ce soir n'étaient pas un incident isolé. C'était le grand final d'une performance de favoritisme longue de 32 ans. Les souvenirs ont commencé à défiler dans mon esprit comme une bobine de film d'injustice. Je me suis souvenu de l'été de mes 18 ans. J'avais travaillé 30 heures par semaine dans une librairie locale tout au long du lycée, économisant chaque dollar que je pouvais pour mes frais de scolarité. J'avais fait confiance à Brenda pour détenir le compte à mon nom. 2 semaines avant la date limite de paiement, je suis allé à la banque pour demander un chèque de banque. Le caissier m'a regardé avec pitié et m'a informé que le compte était presque vide. J'ai couru à la maison, paniqué. Quand j'ai confronté Brenda, elle n'a même pas eu l'air coupable. Elle a juste marmonné quelque chose à propos de dépenses familiales imprévues. Plus tard cette semaine-là, j'ai découvert que l'argent, mon argent, les milliers de dollars que j'avais gagnés en récurant des sols et en remplissant des étagères, s'étaient volatilisés dans la première entreprise ratée de Cassandra, une plateforme de médias sociaux qui s'est effondrée en 4 mois. J'ai dû contracter d'énormes prêts étudiants et travailler de nuit juste pour survivre à mes études en informatique. Cassandra ne s'est jamais excusée. Brenda ne m'a jamais remboursé. Un autre souvenir a refait surface, plus vif cette fois. J'avais 16 ans, debout à un arrêt de bus en ville sous la pluie glaciale de Seattle. Mon sac à dos était terriblement lourd, rempli de livres de bibliothèque parce que nous ne pouvions soi-disant pas nous permettre Internet à la maison. J'étais trempé, attendant un bus qui avait 40 minutes de retard. Soudain, un VUS neuf et brillant est passé, éclaboussant l'eau sale des flaques sur mes jeans. J'ai levé les yeux et j'ai vu Cassandra, alors âgée de 19 ans, riant au volant. C'était son cadeau d'anniversaire de la part de Richard. Il lui avait acheté une nouvelle voiture alors que je ne pouvais même pas obtenir 20 dollars pour une sortie scolaire. Cassandra a de grands rêves, Valérie, m'avait dit Richard plus tard, quand j'ai finalement craqué et demandé pourquoi. Toi, ça va. Tu es intelligente. Tu te débrouilleras. Toi, ça va. Ces mots avaient brûlé comme de l'acide dans ma poitrine pendant des années. Mais ensuite, le sombre souvenir s'est estompé,
remplacée par la chaude lumière dorée de mes grands-parents. Je me suis souvenu d'avoir 17 ans, assise sur le porche arrière en bois qui craquait de cette même maison, pleurant si fort que je pouvais à peine respirer. Brenda venait d'annuler mon voyage à la foire scientifique de l'État pour pouvoir se permettre d'envoyer Cassandra à un camp de codage de luxe que Cassandra a fini par sécher de toute façon. Grand-père Winston était sorti sur le porche, sentant le tabac à pipe et l'huile de moteur. Il n'a pas offert de platitude vide. Il s'est assis à côté de moi et m'a tendu un fer à souder chaud et un circuit imprimé verre cassé. Les larmes ne répareront pas la machinerie, Valérie, avait-il dit, sa voix bourrue étonnamment douce. Répare ce qui est cassé, en commençant par toi-même. Construis ton propre chemin, gamine. Ils sont aveugles, mais tu as une étincelle qu'ils ne comprendront jamais. Et grand-mère Béatrice. J'ai sorti une petite photo délavée du dossier. C'était moi et elle dans le jardin, son bras enroulé fermement autour de mes épaules. Glissé derrière la photo, il y avait un petit mot qu'elle m'avait écrit peu avant de mourir. Valérie, tu nous as donné un amour véritable quand d'autres n'ont fait que prendre. Tu es celle qui porte notre flamme. Protège cette maison et ne laisse jamais leur bruit t'étouffer. Ces souvenirs, ces beaux et douloureux fantômes de mon passé, ont solidifié le fer dans ma colonne vertébrale. La gifle de Cassandra n'était pas seulement physique. C'était le point culminant de leur sentiment que tout leur était dû depuis toujours. Je ne protégeais pas seulement un bien immobilier. Je revendiquais ma valeur. Je défendais les seules personnes qui m'avaient jamais vraiment aimé. Quand le soleil s'est finalement levé le lundi matin, j'étais assise à mon bureau, les yeux injectés de sang, mais mon esprit plus affûté qu'une lame nouvellement forgée. La brûlure du vin et l'égratignure sur mes mains étaient encore fraîches, mais j'étais concentré. L'écran de mon ordinateur portable brillait vivement avec les registres fonciers officiels de notre quartier de Seattle. J'ai tapé mon adresse. Quand mes grands-parents sont décédés il y a 3 ans, la maison a été évaluée à un modeste $200 000. Mais la ville avait changé rapidement. Le boom technologique avait complètement transformé notre rue calme et bordée d'arbres en un marché immobilier incroyablement prisé et très recherché. J'ai fixé l'écran, le souffle coupé. La valeur marchande estimée actuelle de ma maison s'élevait à près de $850 000. Mes mains se sont stabilisées sur le clavier alors que l'ampleur du pouvoir que je détenais m'est finalement apparue. Il ne voulait pas seulement un espace de bureau gratuit. Il voulait me voler une véritable fortune sous mon nez. À exactement 9 heures du matin, j'ai composé le numéro de téléphone d'une avocate que Naomi m'avait chaudement recommandée, une experte impitoyable en droit immobilier et successoral nommée Sylvia. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking de mon immeuble de bureau et lui ai expliqué toute la situation. L'histoire, le testament, le dîner, l'agression physique et le refus flagrant de Cassandra de partir. La voix de Sylvia était vive, professionnelle et délicieusement acérée. Votre sœur exige la maison et vos parents vous font taire. Envoyez-moi immédiatement le testament et l'acte de propriété, Valérie. La loi de l'État de Washington est extrêmement claire en matière d'héritage. Voyons exactement avec quoi nous travaillons. À midi, je lui avais scanné et envoyé par courriel chaque document. Mes doigts tremblaient, non pas de peur, mais d'un sentiment de détermination terrifiant et exaltant. Sylvia m'a rappelé plus tard dans l'après-midi. J'ai d'excellentes nouvelles, Valérie, a-t-elle dit, le sourire évident dans sa voix. Le testament est complètement blindé. Il a été signé avec 3 témoins indépendants et comprend une note de médecin confirmant que vos grands-parents étaient en parfaite clarté mentale lorsqu'ils l'ont rédigé. Il est intouchable. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Donc, ils ne peuvent pas la prendre ? Ils ne peuvent pas y toucher, a confirmé Sylvia. Mais voici la meilleure partie, Valérie. Parce que vos parents et votre sœur ont constamment séjourné, réclamé des chambres, déplacé du matériel et utilisé littéralement la force physique pour essayer de vous expulser des lieux, ils ont franchi une ligne juridique majeure. Ils n'ont pas de bail. Ils ne paient pas de loyer. Techniquement et légalement, ce sont des squatteurs. Je me suis penché en arrière dans ma chaise de bureau, absolument stupéfaite. Des squatteurs ? Exactement, a poursuivi Sylvia, son ton devenant prédateur. Votre sœur s'est installée dans votre chambre d'amis en la réclamant comme son bureau. Elle vous a enfermé à l'extérieur. En vertu de la loi de l'État, vous avez l'autorité absolue ici. Vous n'avez pas à discuter avec eux. Vous pouvez émettre un avis d'expulsion juridiquement contraignant de 72 heures.
S'ils ne partent pas, le shérif les traînera physiquement dehors, ou vous pouvez vendre la propriété purement et simplement et laisser les nouveaux propriétaires les mettre à la porte. C'est entièrement votre décision. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, observant le trafic de la ville en bas. Un plan froid et magnifique a commencé à se former dans mon esprit. Je ne voulais pas seulement les faire sortir de ma maison. Je voulais qu'ils réalisent exactement ce qu'ils avaient jeté. Sylvia, ai-je dit, ma voix baissant jusqu'à un murmure calme et impassible. Je veux la vendre, et je veux leur signifier l'avis d'expulsion le même jour. La décision de vendre la maison n'était pas une impulsion soudaine née d'une rage aveugle. C'était une amputation calculée et nécessaire pour sauver mon avenir d'une infection grandissante de sentiments que tout leur était dû. Après ma rencontre avec Sylvia, j'ai passé toute la soirée du mardi enfermé dans ma chambre, fouillant dans mes archives numériques. Si j'allais appuyer sur la gâchette de cette exécution légale, je devais m'assurer de ne ressentir absolument aucune culpabilité. Je devais voir leur vrai visage, démasquer des faux sourires des dîners de famille. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver la preuve irréfutable. Je me suis connecté à un ancien lecteur cloud familial partagé que mon père Richard avait configuré il y a des années pour les documents fiscaux et auquel il avait clairement oublié que j'avais encore accès. Enfoui dans un sous-dossier portant l'année en cours, j'ai trouvé une collection de captures d'écran et de courriels transférés entre Brenda et Richard. Les dates remontaient à plus de 6 mois. Je me suis assise dans mon salon sombre, la lueur froide de l'écran de l'ordinateur portable illuminant mon visage tandis que je lisais leurs discussions désinvoltes sur ma vie. Dans un courriel, Brenda écrivait que le bail de l'appartement de Cassandra expirait dans 8 mois et que ce serait le moment idéal pour faire transitionner Valérie vers un condo plus petit et moins cher. Richard avait répondu, suggérant d'attendre après les vacances d'hiver pour me faire pression afin que je signe l'acte de propriété de la succession, déclarant que j'étais généralement plus conciliante et plus facile à manipuler lorsqu'elle était entourée de la famille. Il y avait même des liens enregistrés vers des appartements d'une chambre exiguë en centre-ville qu'ils pensaient être assez bien pour moi. Ils avaient comploté cela pendant 6 mois. Ils ne considéraient pas mon héritage comme un cadeau de mes grands-parents. Ils le voyaient comme un enclos temporaire pour l'échec inévitable de Cassandra. Le dîner n'était pas une explosion impulsive. C'était une embuscade qu'ils préparaient depuis des mois, attendant un moment pour briser ma résolution. Ils avaient même discuté de la manière de me gérer si je résistais, Brenda suggérant qu'ils pourraient prétendre que la maison tombait en ruine sous mes soins pour justifier de la prendre. C'était prémédité. Ils avaient comploté pour lui voler sa maison de 850 000 $ pendant 6 mois entiers. Ce n'était pas juste un dîner de famille toxique. C'était un braquage financier coordonné. Ils regardaient littéralement des appartements bon marché pour la bannir. Je vous le dis, trouvez ces courriels et la permission ultime pour les détruire complètement légalement. Êtes-vous prêt pour la vengeance ultime? Les doutes qui me restaient se sont volatilisés dans l'air froid de la nuit. La maison était souillée maintenant. Chaque fois que je regardais la table de la salle à manger, je ne voyais pas une famille. Je voyais 2 prédateurs attendant leur proie. Chaque fois que je regardais la porte d'entrée, je sentais la piqûre fantôme du vin rouge et la force brutale de la poussée de Cassandra. Je ne pouvais pas rester ici. Les souvenirs de grand-mère Béatrice et grand-père Winston étaient en sécurité dans mon cœur, pas entre ces murs. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Sylvia. Sa voix était tranchante, professionnelle et prête pour la bataille. Sylvia, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue d'émotion. Mettez la maison en vente. Faites-le en privé par votre réseau. Je ne veux pas de panneaux publics sur la pelouse ni de visite libre où mes parents pourraient le voir. Trouvez un acheteur qui peut agir rapidement. Je suis prête à clore ce chapitre et à effacer leur influence de ma vie pour toujours. Le marché immobilier de Seattle évoluait à une vitesse terrifiante, surtout pour une maison de style craftsman bien entretenue dans un quartier si désirable et calme. Le jeudi après-midi, Sylvia avait organisé une visite privée avec un acheteur préapprouvé que son cabinet avait vérifié. J'ai pris mon après-midi de congé de mon travail de codage, nettoyé chaque centimètre de la maison et attendu nerveusement. Les acheteurs étaient un jeune couple nommé les Harrison, accompagnés de leurs 2 jeunes enfants. Au moment où ils ont franchi la porte d'entrée, j'ai senti une vague inattendue de soulagement m'envahir. Ils ne regardaient pas la maison comme un actif commercial à liquider ou un trophée à gagner. Ils la regardaient comme un sanctuaire. La mère, une femme au visage aimable, est immédiatement tombée amoureuse de l'agencement de la cuisine vintage, passant ses mains sur les mêmes comptoirs où Béatrice avait l'habitude d'étaler la pâte à pâte chaque dimanche matin.
Ses enfants ont couru avec enthousiasme vers le jardin, leur rire résonnant dans les couloirs qui avaient semblé si lourds et silencieux pendant des jours. J'ai accompagné Monsieur Harrison dans le jardin et je lui ai montré le système de serre automatisé que j'avais codé et construit de toutes pièces. J'ai expliqué comment les capteurs surveillaient l'humidité du sol et ajustaient automatiquement la température pour les rosiers anciens que ma grand-mère avait plantés il y a des décennies. Il était sincèrement fasciné, posant des questions intelligentes sur la programmation et le matériel. Ma femme adore le jardinage, mais elle n'a pas du tout la main verte, a-t-il plaisanté, en regardant les pétales rouges et blancs vifs qui fleurissaient sous le verre. Ce système est incroyable. Vous avez construit tout ça vous-même? Avec un peu d'inspiration et beaucoup de patience de la part de mon grand-père, ai-je répondu doucement, sentant une boule soudaine et aiguë dans ma gorge. Il a été conçu pour que les choses continuent de pousser même quand le monde extérieur devient froid et rude. Ils ont fait une offre en espèces au prix fort le soir même, 850 000 $. Pas de conditions suspensives, une période de clôture rapide, et ils étaient plus qu'heureux de me laisser dicter le calendrier du déménagement. J'ai signé le contrat le vendredi matin, exactement une semaine après que Cassandra m'eut violemment jeté par ma propre porte d'entrée. Cette nuit-là, la maison semblait incroyablement vaste et vide. J'ai passé des heures à emballer soigneusement les choses qui comptaient vraiment. J'ai enveloppé le vieux fer à souder de Winston dans du papier bulle épais. J'ai soigneusement mis en boîte les fiches de recettes manuscrites de Béatrice, ses délicates tasses à thé et chaque photo délavée que nous avions prise ensemble sur le porche arrière. J'ai laissé les meubles lourds et chers, les tapis et la télévision. Ce n'étaient que des objets, facilement remplaçables. Je n'emportais que l'âme de la maison avec moi. Alors que je fermais la dernière boîte avec du ruban adhésif, j'ai regardé ma chambre vide et je me suis finalement autorisé à pleurer. Ce n'était pas un cri de tristesse, mais un cri de libération profonde. C'était un adieu à mon enfance, un adieu aux grands-parents qui m'avaient sauvé, et un adieu final et permanent aux parents qui m'avaient abandonné. Je laissais les fantômes derrière moi. Le lundi matin est arrivé avec de lourds nuages gris roulant sur l'horizon de Seattle, correspondant au poids des tâches à venir. J'ai chargé mes boîtes à l'arrière de ma voiture, verrouillant la porte d'entrée de la maison une dernière fois. J'ai conduit directement au bureau de Sylvia en centre-ville. Nous nous sommes assises dans sa salle de conférence élégante aux murs de verre, la table en chêne polie couverte de documents officiels qui semblaient plus lourds que du plomb. Il était temps d'assembler le paquet nucléaire. Sylvia m'a tendu une épaisse et lourde enveloppe manille. À l'intérieur se trouvaient 3 éléments soigneusement organisés qui représentaient mon indépendance totale. Premièrement, une copie certifiée et lourdement notariée du testament original me nommant explicitement comme seule héritière, complète avec la note du médecin prouvant la compétence mentale. Deuxièmement, une copie du contrat de vente exécutoire prouvant que la maison appartenait désormais officiellement au Harrison. Et troisièmement, le coup de grâce, un avis d'expulsion strict de 72 heures signé par un juge local. Parce que Cassandra avait techniquement établi une présence hostile et non autorisée en emménageant son équipement et en m'enfermant physiquement à l'extérieur, Sylvia avait utilisé une loi spécifique de l'État de Washington concernant les occupants agressifs. L'avis était brutal et sans ambiguïté. Ils avaient 3 jours pour quitter les lieux complètement. S'ils restaient à l'intérieur à la fin des 72 heures, le département du shérif du comté arriverait pour les expulser physiquement, ainsi que leurs biens. En êtes-vous absolument sûr, Valérie, demanda Sylvia, son stylo planant au-dessus du dernier reçu de courrier. Une fois que ceci sera livré, le pont avec votre famille ne sera pas seulement brûlé. Il sera vaporisé. Ils ont brûlé ce pont quand ils m'ont regardé saigner sur le trottoir et n'ont rien fait d'autre que de manger leur dîner, ai-je dit, ma voix aussi froide que la pluie de Seattle. Envoyez-le. J'ai payé les frais de courrier express pour m'assurer que le paquet serait livré directement entre les mains de Cassandra à la maison où je savais qu'elle squattait actuellement. Je savais qu'elle serait là, assise dans le fauteuil de ma grand-mère, prétendant qu'elle en avait un. Je suis sorti du bureau de Sylvia, suis monté dans ma voiture pleine à craquer et immédiatement pris l'autoroute. J'avais une grande conférence technologique prévue à Portland, à 3 heures de route au sud. C'était l'alibi parfait et l'évasion parfaite. En m'engageant sur l'autoroute, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert les paramètres, navigué jusqu'à l'onglet des notifications et activé la fonction à ne pas déranger. Je l'ai réglé pour bloquer tous les appels et alertes, sauf ceux de Sylvia et Naomi. Je me retirais du rayon de l'explosion. La bombe avait été larguée, et je n'allais pas rester pour écouter les cris quand elle détonnerait enfin. Pour la première fois de ma vie,
je m'éloignais de leur chaos pour me diriger vers mon propre avenir. Je me suis enregistré à mon hôtel dans le centre de Portland juste au moment où le soleil commençait à se coucher sur la rivière Willamette. La chambre était calme, impeccable et entièrement à moi. J'ai déballé mes vêtements professionnels pour la conférence, commandé un dîner tranquille dans ma chambre et, finalement, vers 20h, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai pris mon téléphone. L'écran était un champ de bataille numérique. J'avais 45 appels manqués de Brenda. J'avais 12 appels manqués de Richard. J'avais plus de 30 messages textes de Cassandra, chacun plus délirant que le précédent. J'avais aussi un seul courriel de confirmation de livraison automatisée. Le paquet avait été signé à mon adresse de Seattle à exactement 14h15 cet après-midi. Je me suis adossé contre les oreillers et j'ai commencé à écouter les messages vocaux dans l'ordre chronologique. C'était comme écouter l'enregistrement d'un navire en train de couler. Les premiers messages de Brenda, laissés vers 14h30, étaient arrogants et dédaigneux. Valérie, Cassandra vient d'ouvrir une farce juridique ridicule que tu as envoyée par la poste. Appelle-moi immédiatement. Ce caprice va trop loin. Nous devons nous asseoir comme des adultes et discuter du transfert de l'acte de propriété. Arrête de jouer à des jeux. Vers 16h, le ton avait viré à une panique frénétique et aiguë. La réalité du contrat de vente contraignant et de la signature du juge s'était clairement installée. Valérie, décroche le téléphone. Que veux-tu dire par « tu as vendu la maison » ? Tu ne peux pas faire ça. Les acheteurs viennent mesurer le jardin. Dis-moi que c'est une blague. Cassandra n'a nulle part où mettre son équipement. Réponds-moi tout de suite. Les messages laissés après 18h étaient complètement délirants. Brenda sanglotait, sa voix se brisant hystériquement. S'il te plaît, Valérie, je t'en supplie. C'était une erreur. Nous ne voulions pas te faire de mal au dîner. Nous étions juste stressés par l'entreprise de Cassandra. Tu ne peux pas rendre ta propre sœur sans abri. L'avis du shérif. Valérie, s'il te plaît. Tu détruis notre famille. Je suis tellement désolé. Puis sont venus les textes de Cassandra. C'était un mélange chaotique de menaces légales et de pur venin. Sale garce jalouse. Tu ne t'en tireras pas comme ça. J'appelle la police. Je te poursuis pour tout ce que tu as. Je vais ruiner ta vie. J'ai tout écouté avec une sensation froide et creuse dans la poitrine. Il n'y avait aucune joie à entendre ma mère pleurer, mais il n'y avait pas de pitié non plus. Ses larmes étaient pour la perte de son confort, pas pour la douleur qu'elle m'avait causée. 32 ans de leur manipulation et de leur favoritisme flagrant avaient finalement atteint leur limite absolue. Ils avaient supposé que je serais toujours le paillasson fiable, la fille qui renoncerait à sa dignité juste pour gagner une miette de leur affection. J'ai ouvert le fil de discussion avec Brenda. Je n'ai pas écrit un long paragraphe émotionnel expliquant ma douleur. Je n'ai pas exigé d'excuses pour le vin jeté sur mon visage ou les bleus sur mon bras. J'ai simplement tapé 3 mots, appuyé sur envoyer et jeté le téléphone sur la table de chevet. Sortez maintenant. Le lendemain matin, je me tenais sur la scène brillamment éclairée de la conférence technologique de Portland, démontrant les fonctionnalités de ma nouvelle application de budgétisation financière. Les applaudissements de la foule de centaines d'ingénieurs logiciels étaient forts et sincères. Pendant que je parlais de cryptage de données et d'interfaces utilisateurs, l'empire de mensonges de ma famille s'effondrait rapidement à 300 miles de là, à Seattle. Quand je suis descendu de la scène, j'avais un appel manqué de Sylvia. Je suis sorti dans un couloir tranquille et les rappelé. Nous avons eu un contact de l'ennemi, dit Sylvia, l'air incroyablement amusé. Cassandra a réussi à trouver un avocat assez désespéré pour prendre ses appels. Un homme nommé Gregory. Il a appelé mon bureau ce matin, crachant le feu et le soufre. Qu'a-t-il dit, ai-je demandé, en buvant une gorgée d'eau. Il a essayé toutes les ruses possibles, gloussa Sylvia. Il a prétendu que la maison était un bien familial partagé et profondément ancré. Il a menacé de nous entraîner dans une bataille judiciaire massive pour contester le testament de votre grand-mère, arguant que Béatrice était sous une influence indue lorsqu'elle vous l'a laissé uniquement à vous. Il a même laissé entendre une contestation de la compétence mentale. Peut-il vraiment faire ça après tout ce temps? Aucune chance, répondit Sylvia avec aisance. Je l'ai laissé fulminer pendant environ 10 minutes, puis je lui ai gentiment rappelé le délai de prescription de l'État de Washington. Selon nos lois,
vous n'avez qu'un maximum de 3 ans pour contester formellement un testament après son homologation. Vos grands-parents sont décédés il y a 3 ans et 2 mois. La fenêtre est légalement et définitivement scellée. C'est blindé. Quand je lui ai dit cela et que je lui ai ensuite envoyé par courriel la note de compétence du médecin du jour de la signature, il est devenu complètement silencieux. Alors il a abandonné? Grégory a formellement retiré sa représentation de votre sœur il y a environ 30 minutes. Sylvia a dit qu'il a réalisé qu'elle n'a absolument aucune base légale, pas d'argent pour payer une provision et qu'elle viole activement une ordonnance du tribunal. Il a abandonné le navire. Cassandra est maintenant complètement seule et le temps continue de tourner. Il leur reste moins de 48 heures. Ça m'a fait rire. Vraiment. L'avocat a jeté un œil au testament blindé et au délai de prescription et a littéralement pris ses jambes à son cou. Il a laissé tomber Cassandra comme une patate chaude. Elle n'a pas d'argent, pas d'avocat, et 48 heures avant que le shérif ne la traîne dehors. Que Dieu ait pitié de son âme, car Valérie n'en aura certainement pas. J'ai remercié Sylvia et j'ai raccroché. J'ai regardé par les grandes fenêtres en verre du centre de congrès, observant la pluie tomber. Le mur légal que j'avais construit était impénétrable. La loi de Washington ne pliait pas pour des frères et sœurs privilégiés qui pensaient pouvoir lancer du vin et des insultes pour obtenir ce qu'ils voulaient. J'ai ressenti un étrange sentiment de paix en sachant que pour une fois, les règles fonctionnaient en ma faveur. Le mercredi, le désespoir a poussé Cassandra à utiliser sa dernière arme, la plus pathétique, le tribunal de l'opinion publique. Réalisant qu'elle ne pouvait pas me battre légalement, elle a essayé de me détruire socialement. Pendant ma pause déjeuner, mon téléphone a vibré avec une alerte d'un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans. J'ai ouvert mes réseaux sociaux et j'ai vu que Cassandra m'avait identifié dans une publication publique massive. Elle avait posté une photo d'elle en pleurs sur le sol de mon salon, entourée de cartons à moitié faits. La publication était un chef-d'œuvre de manipulation narcissique. Elle a écrit une tragédie tentaculaire sur la façon dont elle avait travaillé jour et nuit pour créer une start-up de fitness inspirante pour aider la communauté, pour être soudainement et vicieusement jetée à la rue par sa sœur cadette avide, jalouse et profondément perturbée. Elle a affirmé que j'avais secrètement manipulé nos grands-parents dans leurs derniers jours et que j'avais vendu la maison familiale sous leur nez par pure méchanceté et malice. En moins d'1 heure, les laquais sont arrivés. Tante, oncle et cousins éloignés ont commencé à inonder ma boîte de réception de messages horribles. Ils m'ont traité de traîtresse. Ils m'ont traité d'ingrate. Une tante, qui n'avait pas rendu visite à grand-mère Béatrice depuis des années, m'a dit que j'étais une honte pour le nom de la famille. Je me suis assise dans le hall tranquille de l'hôtel, regardant la haine déferler. L'ancienne Valérie aurait paniqué. Elle aurait écrit de longs paragraphes pour se défendre, les suppliant de comprendre. La nouvelle Valérie s'en fichait. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas posté de statut dramatique. J'ai simplement ouvert la galerie de photos de mon téléphone et j'ai trouvé la photo que j'avais prise dans les toilettes du restaurant ce vendredi soir. Elle montrait ma blouse ruinée tachée de vin et les vilains bleu-violet foncés qui fleurissaient sur le haut de mon bras là où les ongles de Cassandra s'étaient enfoncés dans ma peau. J'ai créé un seul message de réponse de masse à chaque parent qui m'avait attaqué. J'ai joint la photographie de mes bleus. Puis j'ai joint la copie PDF légalement certifiée du testament de grand-mère Béatrice, en surlignant la phrase où elle disait que j'étais la seule à leur avoir montré un amour véritable. Finalement, j'ai tapé une seule phrase. Cassandra m'a agressé, m'a jeté hors de ma propre maison légalement héritée pendant que mes parents regardaient en silence, et a essayé de voler une propriété de 850 000 $ pour financer une fausse application. La police se chargera de toute communication ultérieure. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai immédiatement supprimé l'application de médias sociaux de mon téléphone. Naomi m'a dit plus tard que les retombées avaient été glorieuses. Au moment où la photographie de mon bras meurtri et les documents légaux certifiés ont atterri dans leur boîte de réception, l'indignation s'est instantanément évaporée. Les discussions de groupe familial sont devenues silencieuses. Les tantes ont supprimé leurs commentaires méchants. Cassandra s'est retrouvée entièrement seule sur sa tribune numérique, exposée comme une fraude violente. Son humiliation publique était absolue et son système de soutien a disparu en un instant. Le délai de 72 heures a expiré le jeudi matin à 9 heures précises. Je rentrais déjà à Seattle, mon cœur et mon esprit concentrés. Je ne suis pas allé à l'ancienne maison pour assister à l'exécution. Je n'avais pas besoin de ce genre de clôture. Sylvia m'a appelé avec le déroulement des événements minute par minute.
Lorsque les voitures de police se sont garées dans l'allée, Cassandra, Brenda et Richard étaient toujours à l'intérieur, espérant désespérément que c'était un bluff. Ce n'était pas le cas. Les adjoints leur ont donné exactement 20 minutes pour rassembler tous les effets personnels qu'ils pouvaient transporter avant de les forcer à sortir sur le trottoir. Les camions de déménagement des Harrison étaient déjà garés au bout de la rue, attendant de prendre possession de leur nouvelle maison. L'effet domino financier de leur expulsion a été rapide et impitoyable. Pendant des années, j'avais supposé que mes parents étaient financièrement stables, mais leur dévotion aveugle à Cassandra les avait secrètement ruinés. L'application de fitness de Cassandra, qui se noyait déjà dans les retards de paiement de prêts, s'est effondrée instantanément lorsque ses créanciers ont eu vent de son instabilité de logement. En vertu des lois strictes sur les privilèges de Washington, la banque a rapidement agi et a saisi ses actifs commerciaux restants. Sans la maison à utiliser comme base et sans revenus, elle ne pouvait pas se permettre le loyer exorbitant même d'un motel de base. Elle a perdu sa voiture en leasing 3 semaines plus tard. Mais l'impact le plus dur a touché Brenda et Richard. Pour couvrir les précédents prêts massifs de Cassandra pour ses startups, ils avaient discrètement refinancé leur propre maison de banlieue il y a 2 ans. C'était une décision incroyablement risquée. Ils comptaient secrètement sur le fait de m'intimider pour que je renonce à mon héritage afin de rembourser leurs dettes croissantes. Ma maison étant définitivement partie et l'argent en sécurité sur mon compte en banque, ils ont complètement fait défaut sur leur prêt hypothécaire. En 1 mois, ils ont été contraints de déclarer faillite, Chapter 7. Ce fut un processus public brutal qui a fini par être documenté sur les forums de quartiers locaux. Leur maison de banlieue, symbole de leur statut, a été saisie par la banque. Ils ont dû vendre presque tous leurs meubles juste pour couvrir les frais de justice et ont emménagé dans un appartement de 2 chambres exigu et déprimant, au bord bruyant et industriel de la ville. Leur statut social s'est effondré. Le club de lecture que Brenda aimait tant a soudainement cessé de l'inviter. Les anciens collègues de Richard ont cessé de répondre à ses appels. Ils étaient devenus des parias dans leur propre cercle, connus comme les parents qui se sont ruinés pour gâter une fille violente tout en chassant leur enfant qui réussissait. Ils avaient construit leur propre cage par orgueil et la porte était finalement verrouillée de l'extérieur. Du karma pur et sans filtre. Ils ont misé toute leur sécurité financière sur une fille qui ne pouvait même pas coder une application de base et ils ont tout perdu. Les parents ont perdu leur maison de banlieue, leur statut social, et se sont retrouvés dans un appartement bruyant. C'est ce qui arrive quand on finance les illusions d'un enfant en or en essayant de voler son enfant qui réussit. La gravité l'emporte toujours. 2 mois ont passé. Le poids lourd et suffocant que j'avais porté sur mes épaules pendant 32 ans avait complètement disparu. Avec les 850 000 $ bien en sécurité sur mes comptes d'investissement, j'ai pris mon temps pour trouver un nouvel endroit où vivre, un endroit qui était vraiment à moi. J'ai finalement acheté un magnifique petit bungalow niché dans un quartier calme du nord de Seattle. Il faisait moins de la moitié de la taille de l'ancienne maison de grand-mère Béatrice, mais il était parfait. Les murs étaient peints d'un gris doux et apaisant, et les pièces étaient remplies de soleil. J'ai accroché fièrement la photo délavée de Winston et Béatrice au centre du salon. Dans le petit jardin, j'ai soigneusement planté les boutures de rosiers que j'avais prises de l'ancienne propriété. Chaque fois qu'elles fleurissaient, je ressentais un sentiment de paix profond et intense. Professionnellement, ma vie a explosé de la meilleure façon possible. L'application de budgétisation que j'avais proposée à l'entreprise technologique a été incroyablement réussie, me valant la promotion de senior pour laquelle j'avais si durement travaillé. Mais je ne me suis pas arrêté là. En utilisant mon propre capital, Naomi et moi avons officiellement lancé notre propre projet parallèle, une application éducative interactive conçue pour apprendre aux jeunes filles des quartiers à faible revenu à coder. Au cours de son premier mois, les premiers téléchargements grimpaient plus vite que nous n'aurions jamais pu le prédire. Je construisais enfin quelque chose qui comptait. J'étais assise dans mon nouveau salon un dimanche matin, buvant du café et regardant les statistiques d'utilisation de l'application quand j'ai réalisé quelque chose de profond. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement libre. Je ne cherchais plus l'approbation impossible de Brenda. Je ne mesurais plus ma valeur à l'aune du succès fabriqué de Cassandra. J'étais juste Valérie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier des numéros bloqués dans mes paramètres. Au cours des 2 derniers mois, quelques messages avaient réussi à se glisser dans la boîte de réception des spams filtrés. Il y avait un long courriel décousu de Brenda implorant une rencontre pour se réconcilier et guérir, ignorant complètement la faillite qu'il subissait actuellement.
il y avait un message vocal profondément pathétique de Cassandra, sa voix complètement brisée, demandant si elle pouvait emprunter 10 000 $ pour garantir un appartement en colocation parce qu'elle dormait actuellement sur le canapé d'un ami. J'ai écouté sa voix et pendant une seconde, je me suis souvenu de la petite fille qu'elle était. Mais ensuite, j'ai senti la piqûre fantôme du vin rouge et le pavement dur éraflant mes mains. J'ai supprimé le message vocal. J'ai supprimé définitivement le courriel. Puis j'ai fermé le dossier et j'ai rangé le téléphone. Je n'avais plus de place dans ma vie pour leurs drames ou leurs exigences. Je partage cette histoire non pas par désir de vengeance, mais parce que je sais qu'il y a des milliers de personnes qui sont actuellement piégées dans le même rôle que moi, le bouc émissaire, le punching ball émotionnel. Celui à qui on dit de maintenir la paix en s'immolant tranquillement par le feu pour garder l'enfant en or au chaud. Je croyais que la famille était un lien indissoluble, une obligation obligatoire que l'on devait simplement endurer, peu importe à quel point elle devenait toxique. Mes grands-mères Béatrice et grand-père Winston m'ont appris à quoi ressemblait le véritable amour. Il ressemblait à de la patience. Il ressemblait à un fer à souder chaud sur un porche froid. Il ressemblait à quelqu'un vous disant que vous aviez une étincelle qui valait la peine d'être protégée. Brenda, Richard et Cassandra ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que je pouvais leur fournir. Ils aimaient mon silence et ma propriété. Il y a quelques semaines, je me suis retrouvé à conduire près de mon ancien quartier. J'ai fait un lent détour et je suis passé devant la maison. Les Harrison l'avaient vraiment fait leur. Le porche d'entrée était fraîchement peint et deux petits vélos étaient appuyés contre la clôture avant. La serre automatisée brillait chaleureusement sous le soleil de fin d'après-midi. Les rosiers anciens fleurissaient plus brillamment que je ne les avais jamais vus. Un petit panneau en bois peint à la main était accroché à la porte du jardin. Il disait « Le jardin de Béatrice ». J'ai souri, un sourire sincère et profond qui a atteint mes yeux. La maison était vivante de nouveaux et beaux souvenirs, exactement comme mes grands-parents l'auraient voulu. Je n'ai pas arrêté la voiture. J'ai juste ralenti assez pour tout admirer. Et puis j'ai continué à avancer, vers ma propre vie. J'ai réalisé que l'héritage, ce n'était pas la maison. C'était moi. Et j'allais m'assurer que cet héritage serait un héritage de force, pas de sacrifice.